j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être venus si nombreux vous enfermer par un dimanche aussi ensoleillé pour venir avec nous découvrir tous ensemble ce qu'est un orchestre symphonique. Donc ce concert pédagogique est plutôt à l'intention des enfants, mais j'espère vous apprendre à vous aussi les adultes beaucoup d'autres choses. Déjà pour parler d'orchestre, il faut qu'il y ait plusieurs musiciens. Est-ce qu'un groupe de rock est un orchestre symphonique d'après vous ? Non, effectivement, on n'y trouve pas du tout les mêmes instruments que ceux qui sont devant vous. Est-ce qu'un orchestre de jazz est un orchestre symphonique? Non plus, effectivement, il manque les instruments à cordes. En fait, un orchestre symphonique, ou orchestre philharmonique, c'est la même chose, est un ensemble musical formé des trois familles d'instruments, les cordes, les instruments à vent, bois et cuivre, et les percussions. Notre orchestre symphonique va vous interpréter ce qu'on appelle un medley, c'est-à-dire que plusieurs extraits d'œuvres plus longues sont rassemblés en un seul morceau. C'est un medley des musiques de films de Ennio Morricone. Ennio Morricone était un compositeur italien, né en 1928, c'est-à-dire les enfants à peu près à la même époque que vos arrière-grands-parents. Il est mort en 2020. Il a reçu 2 Oscars pour ses musiques de films, c'est-à-dire des récompenses, dont un Oscar d'honneur. Sa spécialité, c'était les westerns, c'est-à-dire les films dans lesquels s'affrontent des cow-boys dans l'Amérique sauvage du temps où l'on se déplaçait avec des chevaux. Vous allez d'ailleurs écouter comment le bruit des chevaux marchant au pas ou trottant est évoqué au woodblock par un percussionniste. Voilà, donc quand vous entendrez ça dans le morceau, vous pourrez vous imaginer les chevaux en train de trotter. Les chevaux peuvent également galoper très vite dans les westerns lors de poursuites entre cow-boys et indiens ou lorsque de vastes plaines sont parcourues. Voici comment Ennio Morricone évoque de nombreux chevaux se déplaçant au galop. Un autre animal est emblématique de ces vastes plaines. C'est le coyote, dont le hurlement est évoqué à plusieurs reprises par plusieurs instruments. Voici les flûtes et les clarinettes. Dans les westerns, il arrive toujours un moment où, dans un village complètement déserté, 2 cow-boys se retrouvent face à face. Ce sont des ennemis mortels. Ils possèdent chacun une arme et le réalisateur du film fait durer le suspense. Comment cet affrontement va-t-il se terminer? Voici comment Ennio Morricone met ce suspense en musique. C'était pour vous montrer qu'une musique, même sans aucun mot, peut vous raconter une histoire. Je vais maintenant vous laisser écouter le morceau en entier. Vous allez prendre le temps, pendant que vous écoutez le morceau, de regarder tous les instruments. Vous allez essayer de vous souvenir du nom des instruments que vous connaissez déjà. Vous allez également repérer les instruments que vous ne connaissez pas pour être plus attentif quand on vous donnera leur nom. Et vous allez aussi vous demander à laquelle des 3 familles, je vous rappelle, percussion, instruments à vent ou instruments à cordes, appartiennent chacun des instruments. Voici Moment for Morricone.
Voilà, vous vous souvenez que je vous ai demandé d'essayer de repérer des instruments. Je pense que l'écran géant a dû bien vous aider. Nous allons commencer avec les instruments à cordes de l'orchestre et pour ça nous allons faire un petit jeu. Alors pour répondre ça va être tout simple, il suffira d'applaudir. Je vais vous citer des instruments à cordes. Si vous les avez vus dans l'orchestre, quand je dirai l'équipe des oui, vous applaudissez bien fort. Si vous ne les avez pas vus, quand je dirai l'équipe des non, c'est vous qui applaudirez bien fort. C'est à ce moment-là que vous applaudirez bien fort. Donc attention, il y aura des pièges. Par exemple, si jamais je dis diplodocus, vu qu'on est bien d'accord qu'il n'y a pas de diplodocus, équipe des oui, équipe des non. Ok, c'est compris, parfait. Violon, équipe des oui. Équipe des non. Le violon, montrez-vous, si c'est juste. Voilà, il y avait bien un violon. Violoncelle, équipe des oui. Équipe des non. Il y avait bien violoncelle. Oui. Glace au chocolat, équipe des oui. Équipe des non. Il y en a quand même qui ont mis une glace au chocolat dans l'orchestre, hein, c'est pas tout à fait normal. Contrebasse, oui. Non. Contrebasse. Ukulélé, oui. Non. Effectivement, il n'y avait pas d'ukulélé. Mandoline, oui. Non. Pas de mandoline non plus dans l'orchestre symphonique. Bateau à voile, oui. Non. On n'a jamais été autant applaudi. Basse électroacoustique, oui. Non. La basse électroacoustique. Ah, bravo à ceux qui avaient dit oui. Alto, oui. Non. Alto. Oui, il y avait des altos. Piano, oui. Non. Ceux qui ont dit oui, vous l'avez vu où le piano? Non, il n'y en a pas. Hein. Nous allons maintenant vous présenter chaque instrument et vous pourrez les écouter un par un. Le violon est constitué de 71 pièces de bois collées ou assemblées les unes aux autres. Le violon possède 4 cordes que l'instrumentiste, qu'on appelle un violoniste, frotte avec un archet ou pince avec l'index en pizzicato. Le violon est l'instrument le plus petit et c'est celui qui sonne le plus aigu de sa famille. Dans sa famille, on trouvera également l'alto, le violoncelle et la contrebasse, mais maintenant nous allons écouter le violon. L'alto est également un instrument à cordes frottées. Il est plus grave, plus grand, plus épais que le violon. Et vous allez voir que ça va souvent ensemble. Plus un instrument est grand et plus il sonne grave, plus un instrument est petit et plus il sonne aigu. Voici l'alto.
violoncelle est un instrument à cordes frottées, pincées ou plus rarement frappé avec le bois de l'archet, mais il fait toujours partie de la famille des cordes frottées. Il se joue assis et tenu entre les jambes. Il est vraiment beaucoup plus gros que l'alto, sa voix sera donc beaucoup plus grave, et c'est celle qui se rapproche le plus de la voix humaine. Toujours 4 cordes. Moi, je trouve épatant qu'avec seulement 4 cordes, on puisse faire autant de notes différentes. Pas vous? Je veux dire, quand on voit un piano, on comprend que chaque touche va donner une note différente, et des touches, il y en a plein. Mais là, avec seulement 4 cordes, comment va faire le violoncelliste pour faire plein de notes différentes? Je vous laisse regarder, écouter et essayer de comprendre. Alors vous avez compris, c'est la main gauche qui monte et qui descend sur le manche, qui n'est pas toujours à la même hauteur. La contrebasse est le plus grand et le plus grave des instruments de cette famille. Une contrebasse mesure entre 1,60 m, c'est-à-dire à peu près ma taille, et 2,05 m, c'est-à-dire à peu près la taille d'un basketteur américain. On en joue debout, donc quand on est contrebassiste, on a souvent un instrument plus grand que soi. Écoutez la contrebasse. La basse électroacoustique est de la famille des cordes pincées, pas d'archet cette fois. Le musicien touche les cordes directement avec les doigts. La basse électroacoustique, et je pense que c'est ce qui vous a piégé tout à l'heure, n'est pas traditionnellement un instrument d'orchestre symphonique, puisque les orchestres symphoniques existaient bien avant qu'on découvre l'électricité. On peut vous la faire entendre non branchée, tendez bien l'oreille, puis branchée. Vous allez vite comprendre pourquoi elle est branchée à un amplificateur de son pendant les morceaux. La voici donc non branchée. Et maintenant branchée. Passons maintenant aux instruments avant de l'orchestre. On va faire le même jeu que tout à l'heure. Diplodocus? Bon, toujours pas. Un saxophone, oui. Non. Saxophone?
Bien. Une flûte, oui. Non. Une flûte. Une cornemuse, oui. Non. Effectivement, pas de cornemuse. Un trombone, oui. Non. Trombone. Un harmonica, oui. Non. Pas d'harmonica, vous avez raison. Un basson, oui. Non. Basson. Un cor, oui. Non. Cor. Là, c'était assez timide, hein. Vous saviez pas trop. Une clarinette, oui. Non. Clarinette. Il y avait effectivement des clarinettes. Les instruments avant se divisent en deux ensembles, les bois et les cuivres. Vous allez voir, c'est très simple. Non, en fait, c'est très compliqué. Parce que certains bois sont en métal, mais on les appelle des bois quand même. Bon courage pour vous y retrouver. La flûte traversière. Le terme traversière est lié à la position de jeu d'instrument par rapport à la bouche du flûtiste. La flûte traverse la bouche vers la droite, contrairement à la plupart des instruments à vent et à la flûte à bec en particulier. La flûte traversière, c'est typiquement l'instrument qui ne contient pas du tout de bois, mais qui fait partie des bois de l'orchestre. C'est parce qu'au départ, les flûtes étaient en bois. Là, je vous laisse écouter la flûte traversière. La clarinette est un instrument en bois noir avec des clés argentées. Le clarinettiste fait vibrer une petite pièce de bois qu'on appelle une anche. Voilà, c'est vraiment tout petit, je ne sais pas si vous voyez bien. De tous les bois, c'est la clarinette qui peut jouer le plus de notes différentes, 45 en tout. Ce qui fait qu'elle peut faire des notes très graves et très chaudes, mais également des notes très perçantes et très aiguës. Voici le son de la clarinette. Notre orchestre compte également une clarinette basse. Évidemment, si elle sonne plus bas, donc plus grave que la clarinette, elle va être plus grosse. Écoutez la clarinette basse.
Le basson, comme son nom l'indique, va produire des sons très bas, c'est-à-dire très graves. Et pour produire des sons graves, on l'a vu, il faut être un gros ou grand instrument. Le basson mesure environ 1,30 m. Levez le doigt, ceux dans la salle qui mesurent 1,30 m aussi. Il y en a qui trichent. C'est-à-dire que, bon oui, c'est à peu près grand comme certains d'entre vous, les enfants. Hein. Avec le basson, on a une hanche double. C'est-à-dire que le bassoniste fait vibrer 2 petites pièces de bois pour produire des sons. On écoute le basson. Le saxophone, bien que métallique, appartient lui aussi à la famille des bois, puisque pour produire des notes, il faut, là encore, faire vibrer une hanche en bois contre le bec. Il existe, dans notre orchestre, plusieurs tailles de saxophone qui, du plus petit au plus gros, vont produire des notes de plus en plus graves. Le saxophone doit son nom à son inventeur, un Belge du nom d'Adolphe Sax. Le saxophone a été inventé assez récemment, il ne fait donc pas traditionnellement partie des orchestres symphoniques. Son timbre fait qu'il est surtout utilisé dans les orchestres de jazz, mais il s'intègre parfaitement dans un orchestre symphonique. Écoutez justement le timbre du saxophone. Passons à l'autre partie des instruments à vent de l'orchestre, les cuivres. On va commencer par les trompettes, qui sont de très vieux instruments. Figurez-vous que 2 trompettes ont été retrouvées dans le tombeau de Toutankhamon, le pharaon égyptien, une en or et une en argent. Il est même possible que ce soit les Égyptiens qui inventaient cet instrument. Vous avez pu remarquer sur la clarinette qu'il y avait beaucoup de clés sur lesquelles appuyer. Sur une trompette, il n'y a que 3 pistons. Et avec ces 3 pistons-là, on va réussir à produire une gamme entière, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quand on joue de la trompette, l'air parcourt des circuits différents dans des tuyaux plus ou moins longs, ce qui crée un son différent à chaque fois. La trompette est pourvue de 3 pistons qu'on peut appuyer seul ou tous ensemble avec les doigts de la main droite. La main gauche, quant à elle, tient l'instrument en l'orientant bien vers l'avant pour faciliter la projection du son. Regardez et écoutez la trompette. Le trombone fait également partie des cuivres. On trouve des trombones à coulisses, où on fait coulisser une partie de l'instrument d'avant en arrière, et des trombones à pistons. Les pistons comme sur la trompette. Regardez bien lequel est dans notre orchestre. On peut le voir, le trombone ? Voilà, c'est le trombone à coulisses qu'on a. Pour modifier la hauteur des sons, comme sur les autres cuivres, le musicien, qu'on appelle tromboniste, fait vibrer ses lèvres
en utilisant ses zygomatiques. Ce sont les muscles qu'on a dans les joues et autour de la bouche. Il va également gérer la quantité et la vitesse de l'air qui va sortir de sa bouche et il va enfin faire coulisser une partie de son instrument pour que le chemin de l'air soit plus ou moins long. Regardez et écoutez jouer le tromboniste. Si je vous dis que le musicien dont on va parler maintenant est un corniste, de quel instrument joue-t-il? Il joue du cor et surtout pas de la corne. On ne peut pas l'appeler choriste, car un choriste est quelqu'un qui chante dans une chorale. Donc on l'appelle corniste. Le corps d'harmonie est un des instruments les plus bruyants de l'orchestre, puisqu'il peut atteindre entre 80 et 96 décibels, ce qui correspond au niveau sonore du passage d'un train. Le corps d'harmonie comporte lui aussi plusieurs tuyaux. Alors, je vais vous donner des explications super scientifiques. En fait, ça forme un très joli dessin dans un rond. Il y a des palettes sur lesquelles appuyer. Donc certains instruments ont des clés, d'autres des pistons, d'autres des palettes. Je vous l'accorde, c'est pas simple de s'y retrouver. Des palettes donc pour envoyer l'air dans un tuyau plus ou moins long. Voici le son du corps le soir au fond des bois. Troisième famille, les percussions. Je suppose que vous en connaissez plein parce qu'en général, dans les écoles maternelles et dans les écoles, il y a plein de toutes petites percussions. Mais vous connaissez aussi la batterie. La batterie a été inventée aux États-Unis. L'idée était d'avoir sous la main l'essentiel des percussions non mélodiques. Elle regroupe à elle seule la grosse caisse, la caisse claire, des cymbales et des tomes. Le batteur utilise ses deux mains, mais également ses deux pieds. Il va en effet appuyer sur des pédales pour que les deux cymbales de la Charleston s'entrechoquent et pour qu'un maillet vienne heurter la grosse caisse. Voici la batterie. Le xylophone est un instrument de musique constitué de lames que l'on frappe avec des petits maillets. C'est ça que ça veut dire percussion. Percussion, ça vient du verbe percuter, c'est-à-dire frapper. Le nom du xylophone vient du mot grec xylo qui veut dire bois et phone qui veut dire son. Les percussionnistes doivent donc aussi apprendre le solfège, car les lames d'un xylophone sont comme les touches d'un piano et produisent des notes bien définies. Je vous laisse écouter un solo de xylophone. Les timbales avec un T comme tomate, à ne pas confondre avec les cymbales avec un C comme citrouille, sont des instruments très gros
qui sont constitués d'un fût en cuivre, je ne sais pas si vous arrivez à voir la belle couleur orange, recouvert d'une peau. Le joueur de timbale est appelé un timbalier. À l'aide d'une pédale ou d'une clé, il peut tendre davantage la peau ou la détendre pour accorder la timbale et pour qu'elle fasse une note précise. Écoutez un timbalier jouer de la timbale. Les percussionnistes manipulent plein d'autres petites percussions et d'autres accessoires. Plutôt que de vous les présenter un par un, ce qui serait assez fastidieux, ils vous ont préparé une petite surprise pour vous les enfants. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, je vous ai présenté tout le monde. Enfin, pas vraiment tout le monde. Je vous ai présenté tous les instrumentistes. Passons maintenant à un personnage de cet orchestre qui ne produit aucun son et qui est pourtant indispensable. Qui est-ce? Le chef d'orchestre. Mais à quoi ça sert, un chef d'orchestre? On m'a posé la question un jour et j'étais un peu en peine pour y répondre. Donc je me suis renseignée depuis et j'ai découvert que ça avait plusieurs fonctions, un chef d'orchestre. Le tout premier rôle de notre chef d'orchestre, parce que tous ne font pas ça, mais le nôtre, son premier rôle, ça va être d'arranger les morceaux qu'il va faire jouer à ses musiciens. Alors pour que vous compreniez bien ce que veut dire arranger, je vais vous raconter une toute autre histoire. Imaginez, les enfants, que c'est dimanche. Toute la famille est réunie chez vos grands-parents. Vous êtes avec vos cousins et cousines. Les adultes traînent à table, comme d'habitude. Et vous, les enfants, dans le jardin, vous avez envie de faire un foot. Vous le savez, celui qui a inventé le foot, il l'a inventé avec des idées très précises. Il imaginait 2 équipes de 11 joueurs, tous à peu près du même âge et du même niveau, en train de s'affronter sur un terrain de 100 mètres de long et 65 mètres de large, avec des surfaces de réparation tracées à la peinture blanche et tout et tout. Mais vous, ce dimanche-là, chez mamie, vous n'êtes pas sur un terrain de foot. Et vous êtes 5. Il y en a 2 qui jouent au foot dans un club et pas les 3 autres. Le plus vieux a 12 ans, le plus petit a 3 ans et demi. Eh bien, la première chose que vous allez faire sans même y penser, ça va être de changer les règles du foot. Vous ne pouvez pas faire 2 équipes de 11 puisque vous êtes 5. Mais vous n'allez pas non plus faire 2 équipes de 2. Tout le monde a envie de jouer au foot. Vous ne pouvez pas dire au 5e, toi, tu ne joues pas parce que ça ne nous arrange pas. Non, vous allez vous arranger pour que tout le monde puisse jouer. Et puis le petit bonhomme de 3 ans et demi, vous allez être mignon avec lui. Vous allez vous arranger pour qu'il touche la balle de temps en temps, même pour qu'il mette des buts. Et ce qui est intéressant, c'est que si quelqu'un passe dans la rue et qu'il vous voit jouer, alors que vous n'êtes pas sur un terrain de foot, que vous n'êtes pas en tenue de foot, que vous n'êtes pas le bon nombre de joueurs pour jouer au foot et que vous laissez gagner le petit cousin, il va quand même tout de suite reconnaître que vous êtes en train de jouer au foot.
Revenons à la musique. Eh bien, le compositeur, celui qui a inventé le morceau de musique, Ennio Morricone par exemple, il est comme l'inventeur du foot. Au moment où il imagine sa mélodie, son morceau joué par un orchestre, dans sa tête, c'est un orchestre idéal, avec une trentaine d'instruments à vent, une cinquantaine d'instruments à cordes et toutes sortes de percussions. Il imagine surtout que ça va être joué par des musiciens qui ont tous le même niveau. Et pour tout dire, qui ont tous un excellent niveau. Il n'écrit pas sa musique en pensant aux débutants. Et notre chef d'orchestre, lui, quand il décide de faire jouer Moment for Morricone, il est comme un dimanche après-midi dans le jardin de mamie. Il sait très bien qu'il n'a pas le bon nombre de musiciens, que certains de ces musiciens jouent de la musique depuis 12 ans et d'autres depuis 3 ans et demi seulement, que certains ont déjà joué dans des orchestres et que pour d'autres c'est tout nouveau, que certains des instruments n'ont officiellement pas leur place dans un orchestre symphonique, comme on l'a dit pour la basse électroacoustique ou pour le saxophone. Alors pour qu'on puisse quand même tous jouer, il va falloir changer des notes, en enlever, en rajouter. Son travail va donc consister à réécrire la musique pour que tout le monde puisse jouer, que même ceux qui jouent depuis 3 ans et demi seulement prennent du plaisir et que chacun progresse, puisque notre orchestre est en plus un orchestre d'école de musique. Mais il faut en plus que tous ces changements, ces arrangements, n'empêchent pas de reconnaître la musique écrite par le compositeur. C'est ça qu'on appelle arranger un morceau. La deuxième partie du chef d'orchestre est assez comparable à celle de l'entraîneur de foot. Tous les samedis, il réunit ses musiciens pour les faire répéter tous ensemble et pour qu'ils jouent en équipe. Il reprend beaucoup et très souvent les musiciens. Toi, tu joues pas assez fort. Toi, tu traînes, c'est trop lent. Vous jouez vraiment pas ensemble. Hein. Ah, là, ça commence à ressembler à de la musique. Il les reprend, mais il les encourage aussi. Et il veille à ce que tout le monde trouve sa place dans l'orchestre. Ces indications peuvent changer complètement l'ambiance d'un morceau, et c'est pour ça qu'il va revenir devant. On va vous donner un exemple. Le chef va faire jouer les mêmes mesures 3 fois de suite à ses musiciens. La première fois, il demandera aux cordes de jouer fort. La deuxième fois, il demandera aux instruments à vent de jouer fort. Et la troisième fois, il demandera aux percussions de jouer fort. Et vous allez voir que ça change tout et surtout que vous n'allez pas tous aimer la même version.
apparemment, il y en a beaucoup plus qui ont préféré la troisième version. Allez, réapplaudissez ceux qui ont préféré quand c'était les cordes qui jouaient fort. Ceux qui ont préféré quand c'était les instruments à vent qui jouaient fort. Ceux qui ont préféré quand c'était la percu qui jouait fort. Alors notre chef, c'est dommage, il était de dos pour vous, mais qu'est-ce qu'il a souffert? Il a vraiment aimé aucune des trois versions. Il vient de passer un très mauvais moment. Son travail consiste en fait à équilibrer le volume sonore de chaque instrument jusqu'à obtenir sa version préférée à lui. Et on va quand même lui donner l'occasion de nous jouer sa version préférée à lui. Bon, enfin, la partie du travail du chef d'orchestre que vous pouvez voir quand vous venez en concert consiste à s'agiter devant l'orchestre. Non, elle consiste à faire commencer et s'arrêter les musiciens tous en même temps, à leur donner le tempo et à leur donner des indications sous la forme de mouvements avec sa baguette pour qu'ils n'oublient pas de jouer comme il a été convenu pendant les répétitions. J'ai dit qu'il leur donnait le tempo. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour simplifier, c'est la vitesse à laquelle on joue et les musiciens vont se calquer sur la vitesse à laquelle le chef agite sa baguette. Pour que vous compreniez bien en quoi le tempo donné par le chef est important, nous allons vous faire écouter les mêmes mesures. D'abord jouer à un tempo lent, puis à un tempo rapide. La différence de sensation est encore plus impressionnante que tout à l'heure, vous allez voir. Ça, c'était le tempo lent. Voici le tempo rapide. Alors, l'équipe de ceux qui ont préféré la version lente, applaudissez. Pas très nombreux, hein? La version rapide? Voilà, vous êtes maintenant plus à même d'apprécier le travail du chef et des musiciens. Et vous allez avoir l'occasion de le faire, encore une fois, en écoutant un dernier morceau spécialement écrit pour mettre en valeur le travail de chacun, les uns après les autres, et qui a demandé, tenez-vous bien, 120 heures de travail à notre chef pour l'arranger. L'orchestre
Oui, on peut l'applaudir. 120 heures de travail. L'orchestre va vous interpréter Fantasy Variation. James Barnes, compositeur américain, né en 1949, a composé sur un thème du violoniste Paganini, Fantasy Variation. Vous allez en écouter la première partie, pas la pièce en entier, ce qui vous donnera l'occasion de réentendre tous les instruments de l'orchestre, la clarinette, le trombone, la timbale, le basson, la flûte, la contrebasse, la trompette et bien d'autres instruments seront mis en valeur chacun à leur tour. Amusez-vous à les reconnaître à l'oreille.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Mes remerciements et mes félicitations vont tout particulièrement aux enfants qui étaient là dans la salle. J'en ai vu, comme dans mon exemple, qui ont au moins 12 ans, mais j'en ai vu aussi qui ont tout juste 3 ans et demi, à mon avis. Et tous, absolument tous, vous avez été incroyablement sages et très attentifs pendant toute la présentation. C'était pour certains d'entre vous votre premier contact avec la musique classique et j'espère que ça vous a plu. Maintenant, c'est la partie la plus chouette qui commence. Parce que écouter un musicien, c'est bien, mais jouer soi-même de la musique, c'est encore mieux. Voir un instrument sur un écran, c'est bien, mais le voir de tout près et le toucher, c'est juste génial. Écoutez mes explications, c'est bien, mais posez vos questions aux musiciens. Ça va vraiment vous apprendre des choses utiles. Alors, ils ont préparé une petite surprise pour vous. Si vous patientez un petit peu dans le hall, le temps qu'on range un petit peu, eh bien, des musiciens vont vite vous rejoindre avec leur instrument. Adultes comme enfants, vous pourrez vivre une super expérience de musicien débutant en touchant les instruments et en produisant vos premiers sons. Vous pourrez aussi poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Est-ce que c'est dur de jouer de votre instrument? À quel âge vous avez commencé? Depuis combien de temps vous jouez dans un orchestre? Qu'est-ce que ça fait de jouer de la musique? Comment on se sent? À quoi ça sert le petit bouton qui est là? Où est-ce qu'on apprend à jouer d'un instrument? Bref, il n'y a pas de questions idiotes et ils sont là pour vous répondre. Encore, merci pour votre attention et à tout de suite dans le hall.